Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Kento Mundele TV pour ne rater aucune vidéo. Encore la famille. Hein, Félix a lion kunu. Félix a même tigre. Na invité avec tout. Ah. Tonton Martin, bonsoir. Il y a une question à vous poser. Oui, bonsoir, monsieur le ministre, bonsoir. bonsoir. J'ai une question à vous poser, monsieur le ministre, sur la question sécuritaire, monsieur le ministre. Parce que là, nous venons, ce dont on assiste aujourd'hui, en tout cas, ça nous dépasse. Ce sont des maisons qu'on casse, ce sont des jeunes gens qui sont ligotés, hein, donc ils sont sans défense, les mains par derrière, et on les abat devant tout le monde, devant la rue, devant tout le monde. Et le président a dit qu'il ne va pas ici laisser l'opération. L'opération doit aller jusqu'au bout. Et ça continue d'ailleurs, même en pleine période de réjouissance. J'aimerais avoir votre avis, monsieur le ministre. Mon avis est que c'est vrai, nous avions des problèmes de sécurité. C'est vrai, nous avons constaté que la police et la gendarmerie n'avaient pas été en mesure de résoudre ce problème, mais la voie choisie par le pouvoir de résoudre ce problème, en abattant les gens dans les rues, tout ça, en détruisant les maisons des parents. J'ai lu la Constitution, je ne sais pas, peut-être dans les juristes, ce qu'ils appellent le droit pénal ou quoi, peut-être que c'est prévu. Je ne vois pas comment on peut détruire la maison d'un parent parce que son enfant, etc., c'est vrai, il y a une responsabilité. Merci, Mokondi. Mais ça ne se fait pas conformément à la loi. Et c'est ça que je regrette. Et je crois qu'il faut, c'est une dérive que le Congo doit redresser, parce que si nous commençons, on ne respecte pas la Constitution, on fait comme si tout marchait. On tue les gens, ça fait... Non, il faut qu'on arrive. Et vous voyez bien que dans certaines réactions qui ont eu lieu, on essaye de parler de la CPI, etc. Maintenant, quand vous parlez de la sécurité, mais c'est un problème que nous traînons depuis longtemps. Je vous prends quelques exemples. Je prends l'exemple des disparus du beach. En 2005, il y a eu un procès des disparus du beach. Et le procès a, semble-t-il, établi qu'il y avait 353 disparus, mais qu'il y avait des victimes sans auteur. C'est très grave dans un État. Est-ce que nous sommes en sécurité si on peut constater sur le territoire congolais qu'il y a eu 533 personnes tuées il y a eu des victimes, mais sans auteur? Ça veut dire qu'on ne peut pas établir la responsabilité de ce qui... Et mais quand les Nations Unies ont envoyé une délégation, qu'est-ce qu'elles ont recommandé au gouvernement? Elles ont recommandé au gouvernement de poursuivre les enquêtes jusqu'à l'établissement des responsabilités pénales et individuelles. 2005, nous sommes aujourd'hui en 2025, on rentre en 2026, donc il y a 20 ans. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que chaque Congolais se sent qu'il n'a pas la protection de l'État. Il n'a pas la protection de l'État. Je vais vous prendre un autre cas. Vous avez suivi, je crois, un cas qui a fait beaucoup de bruit, de notre camarade Lassi Bouiti, qui a été enlevé, etc. Bon. Ça aboutit où? Et il a été enlevé chez lui par des hommes armés devant sa femme et ses enfants. Et il a été retrouvé quelques jours plus tard, jeté dans le cours d'eau Madoukoutchekele. Non, on ne peut pas faire des choses comme ça. Et après, j'ai entendu les ministres et les porte-parole du gouvernement dire qu'on n'a jamais vu Lassi Bouiti déposer une plainte. Non, faut être sérieux, Mais on a un certain nombre de problèmes. Il faut que les services assurent pleinement leur responsabilité et il n'y a pas de raison. Mais la force publique agit conformément aux lois et règlements de la République. Je n'ai pas vu une disposition qui autorise la force publique à ne pas respecter les lois et règlements de la République. Sécurité, oui, mais il faut. Mais il faut aussi que la vérité soit connue, parce que certains pensent qu'il y a parfois des éliminations pour ne pas permettre que les Congolais sachent la véritable vérité, et c'est véritablement triste, c'est véritablement dommage. Bon, en tout cas, merci beaucoup, monsieur le ministre. Mais une autre question, mais celle-là, par contre, elle est historique. Parce que j'ai quand même, cet après-midi, entendu votre extrait pendant la conférence nationale de 90. Et là, je sais que vous étiez membre du gouvernement de la transition. Et finalement, un débat est ici au niveau de la diaspora sur
pourquoi on n'a pas dû appliquer les recommandations de la conférence nationale, notamment sur le fameux article 098 qui finalement a mis à côté les actes que le gouvernement de transition devrait adopter. Donc la lecture que nous faisons aujourd'hui, c'est que la transition, en tout cas pour beaucoup, la transition, et en particulier la conférence nationale, a été un échec. Donc en tant que de façon historique, quelle est votre lecture sur ça, sur la non-application des actes de la conférence nationale, parce que ça a permis à certains d'être candidats, et ce dont on souffre aujourd'hui, c'est peut-être de cet échec-là. C'est une question un peu historique. Moi, je ne partage pas l'avis qui consiste à dire que la conférence nationale est un échec. Et quand vous prenez l'une des grandes décisions de la conférence nationale, c'est d'avoir fait entrer le pays dans le multipartisme. Maintenant, c'est aux Congolais d'assumer leurs responsabilités pour tout ce qui s'est passé après. Le président Lissouba et la guerre du 5 juin, etc. Ça, c'est pas la responsabilité de la communauté, de la conférence nationale. Et vous savez, quand vous prenez une constitution comme celle de 15 mars 1992, elle a été conçue, élaborée sur la base des orientations de la conférence nationale souveraine. Mais cette constitution, qui avait déjà introduit une notion importante, parce que la constitution du 15 mars 1992 a introduit la notion de la déclaration du patrimoine, ce qui était déjà quelque chose d'extrêmement important au niveau de la bonne gouvernance, au niveau de la transparence et au niveau de la lutte contre la corruption et contre l'enrichissement illicite. Mais il y a un certain nombre d'autres choses importantes. Quand vous prenez toujours la constitution du 15 mars 1992, mais vous avez là-dedans un article qui dit que le mandat présidentiel est de 5 ans et il est renouvelable une fois. Et vous voyez bien, mais les débats qu'on a eu à la conférence nationale, les gens qui disent que ça a échoué, mais ce sont eux qui aujourd'hui refusent l'alternance démocratique. Est-ce que vous pouvez vous dire démocrate et refuser l'alternance démocratique? Si vous êtes démocrate, mais regardez aux États-Unis. S'il y avait un troisième mandat, Bill Clinton aurait pu être réélu. S'il y avait un troisième mandat, George Bush aurait pu être réélu. S'il y avait un troisième mandat, Barack Obama, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces pays où on accorde une attention toute particulière à l'excellence, on rejette la médiocrité, mais on estime que l'homme a des limites et qu'à partir d'un certain moment, il faut un renouvellement pour qu'on avance. Mais vous prenez le cas de nos pays, etc. Vous voyez, quand vous prenez les pays de l'Afrique centrale, où la longévité au pouvoir est la plus longue, mais regardez la situation du pays, regardez la situation du Congo. J'ai dit à quelqu'un l'autre jour que malheureusement, avec les guerres, j'ai perdu ces documents. Quand j'étais à l'école de la statistique avec une de mes collègues qui était ivoirienne, nous avons fait une étude comparée sur la situation dans les années 60 de la Côte d'Ivoire et du Congo. Et la conclusion à laquelle nous étions arrivés tous les deux, c'était que on était pratiquement au même niveau de développement. Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais peuvent dire qu'ils approchent la Côte d'Ivoire même à la cheville? Ce n'est pas possible. Regardez la Côte d'Ivoire, regardez le Congo. Il faut être honnête pour reconnaître un certain nombre de choses. Donc, maintenant, je vais vous donner un indice pour vous dire que pendant la période de transition de André Milongo, mais les tensions étaient fortes. Toujours pour ce combat, pour le pouvoir. Les tensions étaient extrêmement fortes. Vous savez, quand vous parlez des actes qui ont été pris à la conférence nationale, mais il y a un acte qui nous a posé beaucoup de problèmes. Et je crois que si on regarde de près, ça continue à nous poser des problèmes aujourd'hui. L'acte là a été je sais que vous pensez à certains actes, mais c'est pas cela que je vais. C'est pas cela que je vais évoquer. Je vais vous parler de l'acte qui réclamait la réalisation des audits pétroliers. La réalisation des audits pétroliers. Mais c'est un acte qui a posé beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et les tensions étaient vives. Vous savez, pour un témoignage, j'étais ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation. Et les amis qui étaient travailleurs de l'OFNACOM, qui étaient tombés en faillite sous le président Sassou, mais moi qui arrivé au ministère du Commerce, j'ai travaillé à la Tour Nambemba, mais tous les jours, ils venaient m'attendre au bas de l'immeuble pour dire qu'il fallait que je paye leurs droits. Alors qu'ils savaient bien que la situation était difficile. Non, moi je terminerai sur ce point en disant
que la conférence nationale a été, elle a eu des faiblesses, c'est vrai, mais elle a posé un certain nombre d'actes extrêmement importants. Et les Congolais ont appris beaucoup de choses. J'entends des Congolais dire que maintenant ils ont peur d'aller au dialogue parce qu'ils ne veulent pas que ce qui s'est passé à la conférence nationale se répète. Mais aujourd'hui, on n'a peut-être pas la conférence nationale, mais on a les réseaux sociaux. Avec ma sœur qui m'a donné la possibilité de m'exprimer, mais j'évoque un certain nombre de choses. C'était aurait souhaité que ces choses-là soient cachées. Mais quand on essaie de parler, on met à nu un certain nombre de choses du système et on peut avancer et aller de l'avant. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que la conférence nationale, évidemment, il y a eu cette confrontation entre ce qu'on appelait les forces du changement, auquel moi j'appartenais à l'époque, même si j'y appartiens encore, et les forces conservatrices. Et les forces conservatrices, sur un certain nombre de choses, il faut reconnaître que c'était difficile pour les Congolais. Il y avait une commission assassinat politique, et je rends grâce et j'ai une pensée particulière et noble pour notre jeune frère qui était président d'un parti qu'on appelait la cause, Nansema, je crois, qui a trouvé la mort quelque temps après. Je garde un souvenir de Nzumangele, qui avait la charge de la commission des scandales économiques et financiers. Et moi, je peux vous dire que moi, qui étais au gouvernement de transition avec André Milongo, mais on s'est rendu compte que vraiment, il y avait des dossiers qui avaient permis à des Congolais de s'enrichir, mais en faisant mal au pays. C'est-à-dire en privilégiant l'intérêt égoïste et particulier sur l'intérêt général. Bref, moi, je suis de ceux qui pensent, mais c'est ce qui est venu après, qui a mis fin à nos ambitions de la conférence nationale. Et c'est pour ça que nous nous battons pour la restauration de la démocratie dans notre pays. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le ministre. Une toute dernière question, monsieur le ministre. C'est l'appréciation que nous faisons depuis la force du regard de notre pays. Nous faisons ce regard sur la question de l'unité. Elle est vraiment une question qui est vraiment prégnante dans les esprits, monsieur le ministre. Je vous le dis parce que j'entends des Congolais ici qui parlent et qui parlent sur la question de l'unité. Vous étiez quand même cet acteur de la conférence nationale dont beaucoup avaient ici fondé leur espoir. Le président de la République vient de reconnaître lui-même que l'opération de l'Époule a été un succès. Et monsieur le ministre, j'aimerais avoir quand même votre appréciation par rapport à ça parce que finalement l'homme qu'on recherchait, il est encore là et il va être candidat. Donc, c'était ça à peu près ma question. Vous me titillez là, mais je vais vous donner une réponse. Moi, j'ai été collaborateur de Jean-Marie Michel Moukoko en 2016. Dans un premier temps, j'avais annoncé ma candidature. Dans un deuxième temps, je l'ai retiré pour soutenir Jean-Marie Michel Moukoko. Et on a eu à faire le tour du pays. Mais ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu D'abord, c'était difficile pour Jean-Marie Michel Moukoko, qui était un officier valeureux, très courageux. Et je pense que ce qui était difficile, parce que la campagne a commencé le 4 mars et Jean-Marie Michel Moukoko était convoqué le 4 mars à la DGST, semble-t-il, pour répondre d'un complot, etc., etc. Et vous savez ce qui l'a conduit, etc. Maintenant, une fois que l'élection est terminée, vous savez ce qui s'est passé le 4 avril 2016. C'est ce qui s'est passé le 4 avril 2016, c'est-à-dire cette attaque qu'on a attribuée aux partisans du passé Ntoumi, attaque dans les quartiers sud de Brazzaville, et cette attaque s'est prolongée dans le Poul et a donné Hello, on a perdu, monsieur le ministre Clément Mirassa, on l'a perdu. Ben tapoté, attaque. Vous m'entendez? Ah, connexion Mikima. Klambole, le Félix coup de mon angé, m'gebak nge manmalia attaque du PCT. Ben, baka attaqué ki baba, ou baka sakana avec côté attaqué baba. Baba Zolvé. Ah, il a été déconnecté. Vraiment, c'est vraiment dommage. Ben, il y a que la stock monter. Ben continue à tapoter, ben finisse, ben demande à Beno, Clambololo, je te vois plus, hein. Je sais pas s'il est encore là, Clambololo. Mouke monte Beno kaka, hein. Ben que la banque moun ben yen ben que favoriser ya tête.
Clan Bololo, si tu es là, tu peux l'autre là. Ah, donc la famille Tapoté, tout à l'heure on était en live, en direct avec Monsieur le ministre Clément Mirassa. Voilà. Donc, je suis à la caisse. Ah, ok, bon, c'est pas grave. Donc, Beethoven, hein. Non, mais tu n'as pas poser ma question, me poser. Question, moi. Tonton Martin, me biquin, il était que tonton Martin, bête quoi. Donc, il est de la maison. Tonton Mapa, il y a une question, hein. Moi, baban, tu as monté, tu as monté. Baban, tu as monté. Non, mais tu peux faire rentrer les gens, il n'y a pas de souci. Hein. Oui. Moi, tu sais, les questions que j'ai posées, c'était les questions de Tia. Hein? Ah oui. Hein? Ah oui. Tonton Mapa, que ce soit monté. Metalingé. Mais il n'est plus là. Il a eu des attaques. Donc, le tapoter, il va reprendre. Avec la connexion, vraiment, les Congolais prenons notre vie au sérieux. Prenons notre destin au sérieux. Hein, les Congolais. Belkina Boma. Ku dénoncer. Boma ku salmaké. Mais non, si vous dénoncer, les Congolais. N'a que dénoncer. Parle aussi le lingala. Mon lingala mke lenda ka mouve yao. Ah, bende ba koga bezena jalousie. Hein? Mon ki Congo. Mon ki lingala veut pardon, mon cher. Hein? Mon ki Congo, pardon. Toi-même, tu te trouves où? Mais moi, ce que je fais là, tu vois ce que j'ai en train de faire? Moi, j'ai pas peur du dictateur Sassou Nguesso. Il va remonter, envoyez-lui. Envoyez-lui. Tango, il y a un problème. Donc, je m'en vais. Non, ne partez pas. Vous allez monter, vous allez poser vos questions. Il est là, il va répondre à tout le monde. Il va répondre. Tonton Mapa, l'autre langue. Il va revenir. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Que Vanna toujours n'a pas. En fait, les habitués, en fait. Il faut d'abord privilégier les habitués. Que soutenir quand on n'a pas des invités. Ni mon tété. Mais on comprend. Mais tenir on les rigueur. Maman, c'est mon zabaïne que Vanna quoi depuis. Maman, Réa, tu veux monter? Mais Castanou a coupé l'internet. Maman, tu es libre, parlons qui tout bas. Quel est ce vrai Congolais? Hein? Ah! Kento Félix Ayan de Singa. Ah! Beto kuzwa destin beton mais. Hein, ma Congolais? Bet que trop na boma. Bois la bête que na ici. Bois la bête que na toto. Bête que na ku minimiser que ba situation te ba bantu ba ki vena salaire. Ba ke vana vena salaire. Ba ke futa ve ba ou. Hein? Ba parole bête ba retraite qu'elle veut. Oh, la mort mais ça grève. Dans cette zone de dictateur Sassou Nguesso, il y a ni Katuka na Kimfumu, il y a comme problème, comme insulte. Non, il a échoué un Katuka. Tonton Martin, vous avez, si tu as lu son livre qui vient de publier là, vous avez dans le livre en gros, vraiment s'il y a des personnes qui ont pu lire le livre du dictateur Sassou Nguesso, ben monter des abus, il y a un dictateur, moi Bokilani Makina, mon couille ou dictateur Sassou Nguesso. Tonton Martin, est-ce que vous avez pu lire le livre du dictateur Sassou Nguesso? Le livre en tout cas, tu as échoué kwenda, hein? Va-t'en, kwenda nge, boile que na ici, mais franchement, bienvenue Moubokil Tété, Moubokila, monsieur Mirassa, monsieur le ministre, le seul qui nous reste, hein, vraiment, et qui passe. Je vais essayer de l'appeler. Monsieur le ministre parle très bien Kikongo, il a fait les études à Pointe-Noire. Ah, il est là, il est revenu. Vraiment, il est revenu. Non, mais j'ai fini avec monsieur Martin. J'ai dit à monsieur Martin qu'après tout ce qui s'est passé dans le pôle, nous avons entendu parler d'une municipalisation accélérée dont le coût était estimé à 525 milliards de francs CFA. Est-ce qu'on peut nous dire exactement ce qu'on a fait des 525 milliards?
Et quand on voit les jeunes de ce département qui ont été privés de l'école, qui ont été privés de beaucoup de choses, mais je crois que nous leur devons beaucoup de choses et il faut que nous agissons pour rattraper ça et c'est véritablement. Mais c'est là que je termine sur ta question, Monsieur Martin. Ok, merci beaucoup, Monsieur Monsieur le Martin. ministre, je passe la parole à d'autres. On va donner à Monsieur Mapa. RKGG, pardon, Yaya. Et Monsieur Mapa qui est quoi et longa. Tata Mapa, il y a une question à poser. Pardon. Tonton Martin, il fallait descendre vers Tonton Martin. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Kento. Tu nous avais promis Bonsoir. que tu devais nous faire passer le ministre Mirassa. Oui, Bonsoir oui. grand frère, c'est Mapa. Comment allez-vous? Bonsoir, merci beaucoup. Ah oui. Ben, toi, vous êtes un modèle. Si vous me permettez de vous tutoyer parce que tu es notre Merci papa, bien. notre frère. Merci bien de m'apprécier comme ça. C'est une référence. Tu es une référence pour nous, pour ce combat-là que vous nous avez initié à la sortie de la conférence nationale. Et nous sommes en train comment on appelle ça, de suivre vos pas. Et merci beaucoup pour le travail que vous êtes en train de faire. Et ce travail-là, ça ne sera pas vain. Je suis obligé de sortir. Mais tout simplement, je voulais intervenir par rapport à ce que vous nous avez appris, à la démocratie, à la sortie de la conférence nationale. Et ce que nous avons vu, nous avons perdu cette démocratie avec le système Sassou Nguesso PCT. Mais moi, la question que je voulais poser, avec l'expérience de Moukoko, parce que nous avons, moi personnellement et les autres au niveau de la diaspora, nous avons participé activement pour le changement. Nous avons cru à Moukoko et aux dynamiques, comment on appelle ça, que vous avez, FOCAD, que vous avez mis en place. Et en 2016, ça sous-tombait. Nous tous, on était sûrs que ça sous-tombait. Il y a eu des erreurs parmi vous à l'intérieur. Parce que nous avons des rapports par rapport à ce qui s'est passé et par rapport à cette expérience. Et nous avons voulu faire encore une autre expérience avec le ministre Kolela, le défunt président Kolela. Qu'on dit, bon, ce type-là, on va le faire plier, Sassou, on va le faire plier. Mais on a eu les mêmes résultats. Sassou a proclamé les résultats à 5 heures du matin, il a bastillé, il a tué. Et est-ce que, moi, ma question aujourd'hui, comme nous, à la diaspora, on a pris cette initiative que nous allons pas aller aux élections. Nous allons laisser Sassou partir lui-même. Comme lui veut rester éternellement, il veut mourir au pouvoir, on va l'accompagner qui va mourir au pouvoir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est une opportunité aujourd'hui de présenter encore une candidature de l'opposition? Vu l'expérience de Moukoko et de Kolela, nous savons que le type, qu'il gagne, qu'il ne gagne pas, il va présenter, même s'il a 1% de voix. Même il y a un seul Congolais, même si lui-même il est parti voter pour lui-même, il va passer. Est-ce que nous allons toujours continuer à sacrifier nos enfants? Est-ce qu'on n'a pas d'autres façons de faire des choses que d'aller aux élections pour accompagner notre papa Sassou que nous aimons bien? Qu'il a fait déjà son travail. Aujourd'hui, nous savons que son bilan, il a fait ce qu'il peut faire comme un homme. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministre Mirassa, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire que d'accompagner M. Sassou? On ne peut pas changer de paradigme aujourd'hui. C'est pour ça que nous disons que nous n'allons pas avec Sassou. On peut faire rester qui continue avec son système. Et parce que si on dépense encore l'argent, qu'il ait encore fait des élections pour tuer encore des Congolais pour s'imposer. Voilà, moi ma question c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de Brazzaville, vous êtes sur place? Est-ce que ça vaut la peine de partir encore avec ce monsieur, de l'accompagner, qui tue encore nos enfants, qui tue encore ses enfants à lui, pour rester éternellement au pouvoir? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose? Je n'ai terminé, merci beaucoup. Merci bien mon frère Mapa. Je crois que la question s'adresse aux Congolais. Et c'est le débat qui est actuellement en cours. Quand on parle de candidature unique de l'opposition et qu'il y a beaucoup de candidats, etc., c'est autour de cette question. Dans l'état d'esprit actuel, je suis de ceux qui disent qu'il faut pour aller, il faut que les conditions permissives soient remplies. Les amis disent, Sassou ne remplira jamais ces conditions.
J'espère que je me fais comprendre. Les amis disent, ils défendent leur argument en disant, Sassou ne remplira jamais les conditions. Parce que dès qu'il remplit ces conditions, il a perdu le pouvoir. Et on ne croit pas qu'il soit de nature à dire, je suis là et je vais leur donner tout bonnement le pouvoir. Non, je crois, quand je vois ce qui se passe à travers le monde, je vois ce qui s'est passé au Cameroun, je vois ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup d'admiration dans le courage que les Africains ont de plus en plus pour essayer de revendiquer un certain nombre de choses. Et parmi les choses qu'ils revendiquent, il y a la mise, il faut qu'on mette fin au pillage de nos ressources pour qu'on aille à l'amélioration des conditions de vie des peuples africains. Je vous ai parlé, par exemple, de l'écart qui existe entre les salaires des ministres et puis le bas peuple, etc., etc. Alors, quand on suit ton raisonnement, ça consisterait à dire, croisons-nous les bras, attendons peut-être la mort naturelle du président Sassou et en ce moment. Mais si vous attendez sa mort, mais il aura davantage perfectionné le système. Parce que le problème aujourd'hui, il ne faut pas voir Sassou en tant que haute personnalité, lui tout seul. Il faut voir le système. C'est un système qu'on a mis en place. Et je crois que quand vous suivez l'histoire de notre pays, vous pouvez vous dire un certain nombre de choses. Le 18 mars 1977, nous avons perdu le président Marien Ngouabi. Et vous savez que lorsque nous avons perdu le président Marien Ngouabi, avec les débats qu'ils avaient à l'intérieur du PCT, ben, ils venaient de faire le constat que le pays n'allait pas et qu'il fallait aller vers une radicalisation de ce qu'ils appelaient la révolution. Mais le président Marien Ngouabi n'a pas pu faire la radicalisation comme il le souhaitait. N'ayant pas pu faire, nous avons dans le même lot perdu le président Alphonse Massamba Deba, nous avons perdu le cardinal Émile Biayenda et bien d'autres responsables. Non, je crois qu'au fur et à mesure qu'on avance, des choses évoluent. Aujourd'hui, mon frère Mapa, je peux dire que la prise de conscience des Congolais est devenue plus forte qu'il y a quelques années. Et grâce aux réseaux sociaux, grâce aux interventions, je ne dis pas que les réseaux sociaux ne disent que des bonnes choses, mais grâce aux réseaux sociaux, il y a une très forte prise de conscience et je crois qu'il faut continuer dans cette lancée. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas aussi être égoïste. Moi, ce que je fais, je le fais depuis les années 90. Eh ben, je suis certainement en train de cheminer vers l'appel de Dieu. Je suppose que Dieu m'appellera un jour. Mais mon souhait, c'est que même si Dieu m'appelle, il faut qu'il y ait des Congolais qui soient debout pour qu'un jour, nous arrivons à la libération de notre pays. On ne peut pas continuer. Regardez la guerre d'Angola. Combien de temps ça a duré? Regardez la guerre d'Angola. Mais c'est pas du jour au lendemain, etc. Quand on parle de Moukoko, quand il a vécu ce qu'il a vécu, mais quand il a commencé à avoir des ennuis, il faut reconnaître que nous l'avons laissé tomber. Regardez un peu l'expérience au Cameroun avec M. Issa Chiroma Bakari. Regardez comment les Camerounais ont été debout. Mais regardez la répression qui s'est abattue. Mais je suis très heureux lorsque j'évoque le cas du Cameroun, parce qu'il y a des voix qui s'élèvent pour dire, c'est vrai qu'on a peut-être pas encore atteint ce qu'on recherchait, mais c'est un objectif que nous devons absolument atteindre. Donc moi, si j'avais un message à laisser à mes enfants, aux jeunes, etc., c'est de dire, bon, j'ai mené un combat, j'ai pensé qu'il était louable, je suis parti certainement auprès de Dieu dans certaines conditions, mais je souhaite que vous preniez le relais de ce combat. Parce que ma conviction est qu'un jour, nous allons arriver. Nous allons aboutir au résultat. Est-ce que je le vivrai? Je ne sais pas. Mais on ne doit pas baisser les bras. Parce que si nous baissons les bras, la situation va devenir de plus en plus catastrophique et ça ne sera pas du tout intéressant. C'est en ça, quand je lève la voix et je dis par exemple que le président Sassou n'est pas conforme à la loi, au début, les gens disaient que j'étais irrespectueux. Non, je dois beaucoup de respect au président Sassou. Je dois beaucoup de respect. Mais lorsqu'on n'est pas conforme à la loi, c'est bon de dénoncer pour que les gens puissent ajuster leur comportement, etc. Maintenant, comment ça va se passer? Les amis vont certainement aller. Mais j'ai dit tantôt, je crois que la sœur Kento a retenu ce que j'ai dit. Le président Sassou n'a respecté aucune constitution. Logiquement, dans un pays sérieux, il ne pouvait pas prétendre à la candidature. Mais il semble que le PCT lui-même se batte pour ça. C'est aux Congolais d'apprécier, c'est aux Congolais d'avancer. Parmi ceux qui vont être candidats, je ne sais pas si d'aventure
ils sont candidats. Si il y en a qui arrivent à avoir des bons résultats, ben, est-ce que le peuple congolais soutiendra, défendra leur victoire, fera un certain nombre de choses? Je n'en sais rien. Mais je crois qu'il est de notre responsabilité de militer, parce que la politique, ce n'est pas seulement la présidence de la République. La politique, c'est également les élections législatives pour que vos voix soient entendues au Parlement. C'est le Sénat, c'est tout un nombre de structures, les conseils. Si vous vous organisez, je crois que vous pouvez progressivement faire des progrès. Tout ne sera pas gagné au même moment, mais on recherche toujours des compromis. Moi, je terminerai en vous posant une question. Si le pouvoir du président Sassou était si fort que ça, mais pourquoi a-t-il peur d'organiser un dialogue national? C'est constitutionnel, hein, c'est prévu dans la Constitution. Pourquoi ce pouvoir a peur d'organiser un dialogue national? Mais parce qu'ils savent que si les Congolais se retrouvent, ils peuvent poser des questions qui les mettraient en difficulté. Jusqu'à quand les Congolais vont supporter le fait qu'ils n'ont pas de salaire, qu'ils ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants, qu'ils ne peuvent pas bien vivre, etc. Ce sont des questions. Mais ça, c'est l'aboutissement d'un combat. Et ce combat, moi, je suis de ceux qui pensent que nous ne devons pas baisser les bras, nous devons le poursuivre. Voilà, frère Mapa, ce que je pouvais dire. Merci. La question en game. RKG, bac à parole. Elle a posé question en game. Merci, tonton Mapa, la question. RKG, oui, bonjour, Moume Fungola. Oui, bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, monsieur le ministre, excusez-moi pour la question que j'aimerais vous poser qu'une seule simple question. Étant donné que vous êtes quand même parmi les plus anciens de ceux qui ont été à la conférence nationale de nos jours, mais comment se fait-il que votre opposition part en rang dispersé? Vous avez la jeune génération qui viennent après vous. Vous également, vous avez eu vos anciens qui ne sont plus avec nous aujourd'hui, tels que les Bernard Kolola et j'en passe. Mais comment se fait-il que vous n'arrivez pas à réunir toute cette génération qui arrive après vous, autour de vous? Encore une fois de plus, je m'excuse pour la tautologie. Étant donné que ce monstre, comme apparemment, tel que je vous suis, vous êtes quelqu'un de non-violent. Vous n'incitez pas à la violence, mais vous avez en face de vous un régime dictatorial. Ça n'engage que moi, ça ne vous engage pas. Ce sont mes propos. Vous êtes en face de vous un régime dictatorial. Eh bien, avec un régime dictatorial, même vous le dites tout le temps, Tokoti a pété, nanani, parce qu'en fait, ils sont dans le gangstérisme politique. Mais comment se fait-il que vous ne pouvez pas vous rassembler, l'opposition, rassembler le peuple, faire des manifestations? Et je pense que si vous pouvez rassembler ce peuple-là en faisant beaucoup de manifestations, je pense que vous arriverez à le faire partir. Voilà ce que j'avais à dire. Et quels sont vos rapports avec votre frère, par exemple, Mathias Nzon, vos frères de l'autre côté, les Gavé, les Budules, enfin, voilà, toute cette clique-là, voilà, que je connais pas trop, mais je cite quand même l'opposition qui est au Congo. Comment faites-vous? Comment vous ne vous rassemblez pas? Vous ne parlez pas le même langage? Voilà ma réponse. Voilà plutôt ma question. J'ai retenu la phrase d'un opposant qui nous a dit que ne peuvent se rassembler que les oiseaux du même plumage. Et quand vous posez la question, j'ai le sentiment que vous ne connaissez pas bien le système congolais. Il faut reconnaître, et moi quand je le dis, il y a des amis qui sont fâchés contre moi. Mais il y a une opposition qui a entretenu. Il faut être honnête pour le reconnaître. Il y a une opposition qui a entretenu. Je vais vous faire un témoignage, mais je ne vous citerai pas le nom de la personne qui est venue me voir. En 2021, pendant qu'on sortait de la COVID-19, je reçois un compatriote chez moi qui me dit « Monsieur Mirassa, je pense que vous devriez vous préparer à être candidat à l'élection présidentielle. » Je lui dis « Bon, je ne me suis pas préparé à ça. Je n'ai pas beaucoup pensé à la question financière. » Et il me répond « Mais la question financière, il n'y a pas de problème. Quand vous allez aux élections, on vous donne l'argent. Et moi, j'ai la preuve de ceux qui ont reçu l'argent. » Moi, je lui dis « Moi, je ne vais pas connaître ceux qui ont eu cet argent. Mais moi, j'ai été 2 fois candidat. J'ai participé à 2 élections en 92.
C'est vrai, c'est Milongo qui était Premier ministre, etc. Mais je n'ai pas eu d'argent. Et en 2009, j'étais candidat, je n'ai pas eu d'argent. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que il y a comme des candidatures qui sont impulsées, qui sont soutenues par le pouvoir en place. Et quand vous prenez nos positions... Comme le cas de Jess Mabiala. Je vais vous poser une question. J'ai suivi tout dernièrement qu'on a voté le budget 2025-2026 à l'unanimité. Ça m'a fait mal. Pourquoi ça m'a fait mal? Parce que vous votez un budget 2025 à l'unanimité, 2026 plutôt à l'unanimité. Ça veut dire que et l'opposition, et ceux qui se disent du centre, etc., tout le monde a voté ce budget. Mais quand vous votez le budget, vous avez voté, vous avez donné le quitus à une politique, parce que le budget, ce n'est que la traduction économique et financière d'une vision politique. À partir de ça, vous allez vous opposer à quoi? À partir de ça, vous allez vous opposer à quoi? C'est pour ça que, entre nous, les opposants, et je vous dirai un constat que j'ai fait, j'ai constaté que beaucoup d'opposants ne s'attaquent pas au président Sassou, mais ils s'attaquent plutôt aux autres opposants. Beaucoup d'opposants au Congo ne s'attaquent pas au système, mais ils s'attaquent aux autres opposants. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas du tout normal. Ça veut dire, est-ce que nous avons la même vision du terme opposition exact? Soit. Maintenant, vous parlez de la jeune génération. On a mis beaucoup de choses sur notre tête, etc. Mais la jeunesse qui pense qu'elle vient avec le sang nouveau. Mais c'est à elle de montrer l'exemple. Nous sommes observateurs sur ça. Mais pourquoi ils ne sont pas unis? Prenez ceux qui sont candidats là. Mais pour l'essentiel, c'est des jeunes. Hein? Mais pourquoi ils ne vont pas vers une seule candidature? Je ne les entends pas dire, allons, asseyons-nous, voyons comment on va essayer d'aller. Et quand vous voyez les réactions sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui semble apparaître maintenant? Il semble apparaître que l'opposition et la candidature à l'élection présidentielle semblent devenir comme un fonds de commerce. C'est-à-dire qu'on met dans l'esprit des Congolais, et c'est ça qui fait perdre du crédit parfois à l'opposition. Parce qu'on dit, vous êtes opposant, opposant le jour et la nuit, vous allez chercher des... Ça veut dire que nous avons nous-mêmes des problèmes de conscience sur nous, et ce n'est pas facile. Maintenant, moi je ne crois pas que le changement et la rupture viendront nécessairement par l'unité d'une candidature de l'opposition. En 2016, on l'a prouvé. Et on a vu que Jean-Marie Michel Moukoko, d'après certaines informations, Jean-Marie Michel Moukoko et Guy Brice Parfait devaient aller au deuxième tour. C'était deux candidats de l'opposition. Donc, c'était une très bonne chose. Maintenant, pour le reste, moi, je pose la question à certains opposants. Voulons-nous vraiment faire de l'opposition? Ils me disent l'opposition, c'est quoi? Mais travaillons pour prendre le pouvoir. Ça veut dire, levons-nous pour critiquer, est-ce que beaucoup le font? Beaucoup ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas? Mais c'est eux qui savent pourquoi ils ne le font pas. Quand il y a l'opération des terres, la vente des terres, il y a combien de gens qui ont pris la parole? Mais nous avons fait des déclarations avec Jean-Pierre Destin Gavet, Jean-Pierre Anyangoy, avec Victor Onyongo. Nous avons fait de très belles déclarations et nous avons senti que nous avons avancé lorsque le Premier ministre nous a amené le bottin des textes et des accords qui avaient été signés. Et nous avons continué à marteler. Il y a combien d'opposants qui ont pris la parole? Combien d'opposants? Il n'y en avait pas beaucoup. Donc, chacun de nous agit certainement par rapport à ses intérêts, mais j'exhorte les opposants à se dire que le pays a besoin de changement et de rupture, et qu'est-ce qu'il faut que chacun de nous fasse pour que nous y arrivions. Maintenant, le jour où on prendra conscience, mais ça veut dire qu'il faut renoncer, parce qu'il y a ce qu'on appelle au Congo, si vous ne savez pas, la politique du ventre. Elle vient de partout, c'est-à-dire que vous ne pensez plus tel que vous auriez pensé, mais vous raisonnez par rapport à votre intérêt, en vous disant, ah, si je dis ça, mon enfant n'aura peut-être pas le pain demain, si on dit ça, mon enfant ne va peut-être pas aller à l'école, et à partir de ce moment, on trahit sa propre conscience et on n'est plus soi-même. Voilà ce que je voulais vous dire pour répondre à votre question. Mais j'exhorte les jeunes, la jeune génération,
qui a fait, qui est très critique dans ce que nous avons fait, à ce qu'elle aille vers une cohésion, qu'ils aillent vers peut-être pas l'unité, mais qu'ils se concèdent et qu'ils voient et qu'ils définissent clairement quel est l'objectif principal et quels sont les objectifs secondaires. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Je vous remercie, monsieur le ministre. Je vous remercie. Je vous remercie. J'aurais peut-être pas qu'encore une autre question à poser, puisque apparemment il y aura d'autres personnes qui vont poser des questions. Oui, mais Mouké quiz après, oui. Mouké libéré. Merci, papa RKG. Merci bien, monsieur le ministre. Je descends. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, le panel. Je pense que par la même me foulée que monsieur Martin, Kentoshi, je peux avoir 3 questions, ça ferait bien. Monsieur le ministre, ma question première est celle de demander que au Congo, on dit souvent que mais les opposants sont soit en prison, soit ils sont morts. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais les gens disent ça à partir de ce qu'on a vécu. L'élection de 2016 nous a donné 2 prisonniers de renom, Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombe Salissa, et il faut les louer parce qu'ils ont eu le courage de ne pas reconnaître les résultats de cette élection. Et j'ai été avec Jean-Marie Michel Moukoko, je le connaissais bien avant, au lycée, tout ça, mais j'ai découvert vraiment un officier courageux, valeureux, etc. Et j'ai fait campagne avec lui, j'ai vu comment les foules l'ont suivi, l'ont attendu, etc. Mais la réalité est que ils sont en prison. Guy Brice Parfait Kolela a trouvé la mort le 21 mars, je crois, 2021. C'est aussi un fait bien vécu. Mais ça ne doit pas apeurer les opposants à poursuivre le combat. Bien au contraire, il faut que nous le poursuivons. Et dans notre poursuite, je crois que l'une de nos exigences doit être la libération des prisonniers politiques. Comme je l'ai dit en répondant à une question de quelqu'un, je ne trouve pas normal que après l'attaque du 4 avril 2016, on ait eu certaines mesures à l'endroit du pasteur Ntoumi et de ses partisans, et que par contre on a durci les conditions de détention par rapport à Okombi et par rapport à Jean-Marie Michel Moukoko. Je les déplore sincèrement. Et je pense que dans le cadre de l'unité nationale, après les voix qui se sont élevées, tant au niveau des Nations Unies que, par exemple, au niveau du gouvernement français, avec la déclaration que M. Yves Le Drian avait faite, je crois qu'on devrait prendre des mesures pour libérer Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombe Salissa. Et je crois que le Congo est l'un des pays où, pour des raisons politiques, je sais que les gouvernants disent que c'est pas pour des raisons politiques, mais moi j'ai des exemples que je ne citerai pas ici, où des personnes auraient pu connaître le même sort, mais ils ne connaissent pas le même sort à cause de la proximité qu'ils ont avec le pouvoir. Voilà ce que je peux dire. Sinon, il ne faut pas que les hommes politiques soient... Tonton Judas, c'est pardon. Ça, c'est historique. Ça, c'est historique. Monsieur le ministre, je suis le parent de votre grand frère en politique, peut-être que vous allez connaître, mais je vous donne au moins l'indice. Il était 2e personnalité de RDPS. Monsieur le ministre, il y a une histoire fausse qui est relayée par les jeunes notamment de PCT. Lorsque les tireurs qui voulaient atteindre à la vie de Bernard Bakana Pekolela, ils furent logés dans le bureau du ministre Ouabari. Le ministre était directeur de cabinet du ministre Berry Martin. Et ces personnes-là, l'enquête a été établie et ils étaient partis au camp de la jeunesse, au Plateau-Ville, dans une parcelle d'un membre de PCT. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, monsieur le ministre, ce problème est légué à la responsabilité de monsieur Lissouba? Vous savez de quoi que je parle. Vous savez réellement de quoi que je parle. Merci, monsieur le ministre. Non, je sais de quoi vous parlez, parce que j'ai fait partie de cette marche. Et si mes souvenirs sont exacts, Jean-Martin Bemba, le ministre Auguste Célestin Gongarankwa et Clément Mirassa, nous avons conduit l'équipe de la zone nord qui était partie
du rond-point de Mongali, qui a marché en passant par ABC, en passant par les NAM, etc. Et nous avons rejoint ce qu'on appelle le rond-point du Centre culturel français. Et le bureau du ministre Mberi était le bureau qui est là où on est en train de construire le nouveau ministère de l'Intérieur. Nous avons vécu lorsque cette Jeep est sortie de je ne sais quelle direction et s'est mise à tirer c'est une Jeep qui est sortie. Le convoi cette Jeep, j'ai la plaque, mais la plaque j'ai oublié. Cette Jeep appartenait à la police du commissariat central. Ah bon, mais je ne sais pas, mais je vous donne mon témoignage. Et pendant que nous qui étions devenus de Mongali, nous étions déjà au centre culturel français, le président Kolela avait été encadré. La colonne que le président Kolela menait était encadrée par le général, que Dieu ait son âme, Raymond Damas Ngolo, et par le général Jean-Marie Michel Moukoko. C'est lorsque le président Kolela nous approche, nous qui étions déjà au CCF, qu'on a vu l'apparition de cette Jeep, et évidemment, ça a créé un désordre, etc., etc. Maintenant, est-ce que les tireurs étaient dans Moi, pour ce que j'ai vécu, c'était une Jeep, hein. Peut-être qu'il y avait des tireurs embusqués dans les bureaux de mon frère et ami Joseph Ouabari, mais ceux qui ont tiré, ils sortaient d'une Jeep qui venait du côté de la présidence, où nous devions, le chemin que nous devions emprunter, parce que nous devions aller assister le président Kolela en train de remettre un courrier au président Pascal Lissouba. Et c'est fait qu'il n'a plus eu lieu, puisque semble-t-il qu'il y a eu beaucoup de choses. Maintenant, est-ce que l'enquête s'est poursuivie? Je n'ai pas les résultats. Est-ce que ça a créé une détente? Je ne pense pas, parce que finalement, quand vous prenez le mandat du président Pascal Lissouba, il a été émaillé de beaucoup de conflits fratricides, opposant souvent les partisans du président Kolela et les partisans du président Pascal Lissouba, ce qui était véritablement dommage. Et je crois qu'il faut regarder. Maintenant, est-ce qu'il y a une enquête qui a été menée? Je ne pense pas, je n'en ai jamais eu. Oui, monsieur le ministre, il y a une enquête qui a été menée et établie, et ils avaient retracé les assaillants et le moyen et l'engin et leur endroit de refuge. Oui, il y a une enquête. C'est vous qui me donnez l'information. Moi, j'ai vécu parce que les balles, nous étions du côté où les balles arrivaient et il a fallu prendre un certain nombre de dispositions, etc. Mais je n'étais pas au courant de l'enquête. Je n'en connais pas les résultats. Peut-être que si vous les avez, vous pourrez me les donner un jour. Voilà un peu. Je peux intervenir? Bonsoir. Oui, allez-y. Il y a un ordre, monsieur. Il y a un ordre d'arriver. Il y a un ordre. Non, mais ça fait longtemps que je suis là, moi. Non, mais il y a des gens qui sont là avant vous. On est là avant toi, papa. Il faut être... Donc, tu peux... Je pense qu'après Gildas, c'était moi. Bonjour, monsieur le ministre. J'ai juste une... J'espère que vous portez bien. J'ai une question à vous poser. C'est concernant la vente ou la cession des terres congolaises au Rwanda. Donc, le 8 décembre, le Thierry Mungala, il a annoncé que le gouvernement congolais n'ayant pas eu de retour positif ou cohérent des entreprises concernées, donc c'est-à-dire des entreprises auprès de qui on a concédé cette vente ou cette cession de terres, les entreprises rwandaises, le ministre des Affaires foncières a informé les parties. Monsieur Yunga, c'est désagréable là, vous pouvez fermer votre micro s'il vous plaît. Oui, donc ce que je disais, monsieur Mirassia, c'est que le Thierry Mungala, le 8 décembre, il disait que les entreprises n'ayant pas, le dossier des terres rwandaises est terminé et que parce que le gouvernement congolais n'a pas eu de retour positif des entreprises concernées, et suite à cela, le ministre des Affaires foncières a informé les partenaires, c'est-à-dire la partie rwandaise, que cette vente ou cette cession a été annulée. Ma question, elle est toute simple. Vous, en tant qu'opposant, avez-vous pris connaissance de cet acte d'annulation que le ministre Mabiala a adressé à la partie rwandaise pour être vraiment sûr que cette cession ou cette vente de terre a été annulée? Autrement dit, est-ce qu'on peut faire confiance au gouvernement congolais, notamment à Thierry Mungala,
qui affirme par voie orale que les terres, cette concession de terres a bel et bien été annulée. C'était tout ma question. Merci, monsieur le ministre. Oui, vous posez là une question extrêmement pertinente. Moi, je crois qu'il faut prendre le problème des terres avec le Rwanda de façon globale. Thierry Mungala évoque un des aspects, mais un aspect mineur. Moi, je considère que le problème avec le Rwanda, si vous le prenez sous l'angle des terres, il faut le prendre sous deux aspects extrêmement importants. Le premier aspect, c'est lequel? Nous avons appris par l'intermédiaire des médias qu'en juillet 2021, l'ambassadeur rwandais avait rencontré le ministre Mabiala pour essayer, sinon obtenir des titres fonciers pour les terres que le Congo avait cédées au Rwanda dans le cadre de la coopération sud-sud. Et les documents existent et le ministre Mabiala avait donné la réponse suivante. Nous allons suivre ce problème et nous prendrons les dispositions pour que ces titres vous soient remis. Lorsque le problème a chauffé sous cet angle, le gouvernement nous a demandé d'apporter les preuves que nous avions les actes que le gouvernement avait cédé les terres. Mais nous avons dit une chose simple. L'ambassadeur rwandais n'est pas fou. Il s'agit d'un diplomate qui part de chez lui pour venir rencontrer un ministre congolais et rencontrer et exiger, sinon demander des titres fonciers. C'est repris par la presse. Nous ne sommes pas là. Et ce monsieur, l'ambassadeur Théonès Musinda Chiaka, je crois, a répondu à des questions des journalistes. Le gouvernement a complètement nié. Nous sommes tombés sur un deuxième volet. Le deuxième volet sur lequel nous sommes tombés, c'est que nous sommes au Congo et on est surpris de découvrir dans les réseaux sociaux une vidéo qui était, je crois, du 30 mars, je crois, 2024, mais qui annonçait qu'une mission des hommes d'affaires du Rwanda s'était rendue au Congo du 4 au 8 mars et avait découvert 2 sites de terrain d'une superficie cumulée de 980 km² qui étaient devenus la propriété des Rwandais. Et on a interrogé des opérateurs économiques rwandais qui avaient dit qu'ils allaient venir y planter du piment, du soja, du maïs, etc. Le gouvernement a nié. Mais c'est à partir de ce moment que nous nous sommes dit, il y a du mensonge dans cette affaire. Si on prend le premier volet entre l'ambassadeur et le ministre Pierre Mabiala, il ne reconnaît plus rien. Si on prend le volet de la vidéo qui a été lancé par la télévision nationale rwandaise. Mais enfin, les Rwandais ne peuvent pas effectuer une mission, découvrir un terrain, 2 terrains d'une superficie, etc. Donc, en ce moment, nous nous sommes fait une idée. Nous avons dit, la coopération entre le Congo et le Rwanda pose des problèmes. Et c'est pas une belle coopération parce qu'elle est basée sur du mensonge. Parce que visiblement, il y a un qui ment. Qui ment? Est-ce que c'est le Rwanda? Est-ce que c'est le Congo? Nous avons posé le problème. Nous avons posé le problème aux gouvernants congolais qui ont pris le loisir de prendre l'ambassadeur du Rwanda, de faire venir, je crois, le ministre des Affaires étrangères du Rwandais pour venir nous raconter un certain nombre de choses, ce que nous n'avons pas accepté. Maintenant, le volet que tu évoques, au-delà du volet fort que nous venons d'évoquer, qui nous a permis de prendre position pour dire les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, ne veulent pas de la cession ou de la vente de ces terres aux Rwandais et on a demandé l'annulation de ces accords, d'autant que vous ne parlez pas des terres, mais au-delà de ces problèmes des terres, il y a un accord de coopération militaire et technique qui n'a jamais reçu l'autorisation de ratification du Parlement. Il y a un accord sur le un accord cadre sur le partenariat économique et la promotion et la protection des investissements. Et ça aussi, cet accord n'a jamais eu l'autorisation du Parlement pour ratification. Donc, nous avons trouvé que c'était flou. Maintenant, ce que vous évoquez,
Il s'agit de ce que Pierre Mabiala, avec le gouvernement, ils ont appelé autorisation express d'occuper, autorisation provisoire. Il semble que l'autorisation express était liée au ranch de Matsangi. Il semble que les autorisations provisoires, etc., avaient été données et que les Rwandais n'ont pas. Mais quand le Congo, Thierry Mungala a fait cette déclaration, mais il y a eu des réactions des autorités rwandaises qui ont démenti et qui ont dit ne pas être au courant de tout ce qui se passait. Alors nous avons senti qu'il y avait un problème de flou dans ce rapport et nous, on a pris notre position qui a consisté à dire, dans cette affaire, si nous avons une bataille politique à mener, c'est de demander au gouvernement l'annulation pure et simple de ces accords. C'est pour ça que dans le livre du président Denis Sassou Nguesso, je ne l'ai pas encore lu, je souhaiterais bien voir comment, en rendant compte au peuple, puisque le président Sassou a souhaité dans la transparence rendre compte au peuple, comment il rassure les Congolais de ce que nos terres n'ont pas été cédées aux Rwandais. Et vous savez que dans cette position, nous avons été également foncièrement opposés à ce que Maluku, etc., soit cédé aux Rwandais, notamment la structure qui gère les finances du FPR, parce que nous avons compris que le Congo avait choisi de servir, de se baser sur nos terres pour procurer les ressources au Rwanda, pour continuer à perpétrer les massacres dans l'est de la République du Congo et pour entretenir la guerre avec la RDC, ce dont nous n'étions pas favorables. Donc voilà concrètement. Et sur ce point, nous avons toujours dit que nous n'étions pas d'accord avec le gouvernement pour la manière dont il entretenait la coopération avec les pays voisins et que nous, il fallait purement et simplement annuler ces accords, d'autant qu'au même moment où il y avait les problèmes avec nous, le Rwanda avait également des problèmes à peu près similaires au Mozambique et nous avions pensé que les velléités d'expansionnisme du Rwanda ne devaient pas concerner le Congo et qu'il fallait que les hommes politiques prennent du recul. Voilà l'information que je peux donner à votre question. Mais le problème, nous avons pris position, nous voulons nous rassurer mais ce que je peux dire en écoutant les témoignages des uns des autres, il semble qu'au ranch de Matsangi et dans les parties ciblées, notamment dans le Niari, dans la Bwenza et dans le Pou, il semble que on ne voit pas, les Congolais ne voient pas de présence des Rwandais, mais j'ose espérer que tout ça c'est bien, mais il faut aller vers l'annulation pure et simple de ces accords. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question. Ceci dit, M. Mirassa, je renchéris juste. Donc, actuellement, vous, opposition, nous, population, vous n'avez pris connaissance d'aucun élément écrit, d'aucune notification visant à exprimer comme quoi cet accord des terres entre le Congo et le Rwanda a été annulé. Il y a juste les paroles. Il y a juste les paroles de d'accord, il y a juste les paroles de Thierry Mungala. On n'a pas pris connaissance, d'autant que quand vous examinez bien ces situations, au niveau du ranch de Matsangi, il y avait un décret. Donc, parallélisme de forme. Si on avait annulé, il fallait que le gouvernement congolais prenne également un décret. Exactement. Et par rapport aux autres, c'était des autorisations provisoires ou express, des autorisations d'occuper. Nous n'avons jamais également eu connaissance des documents signés par le ministre d'État Pierre Mabiala. Nous n'avons jamais eu connaissance. Mais nous les avons demandés, mais on ne nous les a jamais fournis. Peut-être, mais en fait, ils ne les ont jamais fournis parce que moi, j'étais convaincu que ça n'existait pas. Et que la coopération entre le Rwanda et le Congo, c'est mon point de vue, a un agenda caché. Et je crois qu'il faut que moi, je suis clair là-dessus, je suis de ceux qui considèrent qu'il y a un agenda caché dans ces accords et je soutiens fermement qu'il faut qu'on mène le combat pour que ces accords soient purement et simplement annulés. Merci, monsieur Mirassa. Les Congolais, est-ce que les Congolais veulent en Waka? Bientôt, je descends. Non, je laisse la place à la question. La famille, est-ce que vous vous rendez compte des réponses, des questions qui sont en train d'être évoquées dans notre live ici aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte
les vérités qui sortent dans ce live-là, les Congolais, et on continue à débattre sur les sujets inutiles, les sujets qui ne nous rapportent rien. On continue à être distraits, en fait. Les questions de terre de Rwanda, merci Clan Bololo. Les questions de terre de Rwanda, jusqu'aujourd'hui, là, M. Clément vient nous affirmer, ils n'ont jamais vu, ce n'est que des paroles de M. Thierry Mungala. Donc, il n'y a rien qui a été écrit. On n'a jamais vu si réellement cet accord a été annulé ou pas. Donc, personne ne connaisse, ne savent pas si réellement les accords ont été annulés. C'est les vrais. Moi, je veux pas. Ceux qui font les lives d'identification, non? N'est-ce pas les vrais sujets à débattre vraiment? Vous passez votre temps à revendiquer. Non, c'est pas Congo-Brazzaville. Non, c'est la République du Congo. Mais c'est des vrais sujets. C'est des vrais sujets à débattre, la famille. Bah, sujet, il faut qu'on parle vraiment, la famille. Là, monsieur le ministre vient de nous dire, nous devrions nous lever et parler, prendre parole. On doit dénoncer. On doit continuer à dénoncer la famille. Mais au niveau des personnes qui dénoncent, personne n'est là. Tout le monde est démissionnaire. Mais vous êtes là où je vais poser des questions. Je vais poser des questions. Quand on cherche les gens pour dénoncer les choses là, personne n'est là. Nous sommes on se cache. On se cache, on fuit. On fuit. On est là, nous distrait avec les sujets de Dave Mafoula. Ouais, c'est important, oui. Donne Doumi. Et pourtant, nous savons bien que c'est des personnes qu'on donne pour venir distraire les Congolais. C'est des personnes qu'on donne, on paye pour venir endormir les Congolais. Les mêmes personnes vont venir avec des sujets de Ntoumi. Les mêmes personnes vont venir avec des sujets. Les sujets, c'est pour nous distraire. Mais les vrais sujets sont là. Les vrais sujets à débattre. Il y en a laisse les questions. Non. Il faut mettre son titre de membre, il faut te marquer les membres. Accords dont les accords n'ont jamais été annulés. Il faut mettre membre accord, il y a Clan Bololo, il faut mettre Bassis Diayao. Membre accord, il faut mettre Bassis Diayao, il faut mettre Zondi Diayao, membre accord, il faut mettre Tatia. Qui a dit, bon, tel mon peuple à Makin, quoi. Non. Non. C'est compliqué, attends. Merci, mam. Merci. Bon, Mounou, Tata Berasa, Tata ministre. Vraiment, moi, je suis là, et j'espère que vous toute la mingi na panel la prière la cousonza na encourager babana balandi landi la ebene. Maintenant, mon réseau dans tout bassin dans la Congo aussi, mais comment na 4G na kati babwa la batu, nous putu que là que l'utila mingi ya kanga makutu. Donc, moi, na question moi chez Mozo la kutuba, et à quel par rapport à moi, na demander gata. C'est-à-dire, il semble que les politiciens beto que na lenda ka ku gagner adhésion ya ba peuple ya population v. Et ça na iki ba mambu ba ke zwa kangola kuzoza ba mambu kaka à l'approche ya ba élections. Donc ma vite à mon kaka ni na muzola ko demander. Question mon kaka ni muzola ko demander na kuzaba mambu yo. Roma sikela na vutula aussi na Kikongo na Kituba comme ça la famille ngena ba boala ina ba ku aussi façon ngena kuzozaka. Ya ça la kidengi vraiment. Merci papa. Ça me dit que les camarades que ont avaient. Mais bah moi si base là bah mambo pas que ont avaient. Moi moi que dans ma mambo ve. Bah tout même pas mettre tout là mon. Mais vous avez papa. Excusez-moi vous me demandez ça mais qui ben pas que les là qu'on soit adhésion à la population v. Il y a que ça là que contact vend avec na ben nos politiciens. Il y a une opposition une seule alternance na population. C'est-à-dire adhésion aussi pas avec ça na iki. Problème est que ça là qu'il y a. Ba tout cas na qui font bazol veut que ba tia politique ba fana na ba peuple ba tia politique bazol avait ben metala si banche ba metele ma sam na kutuba ke bet ke na kulanda ba mambo ya sasu ba ke pesa ba unjila mais si mirasa zo sala meeting ba ke mangi ya bao ben mekua Ben mettait la ministre de l'Intérieur, Zoa Mikanda, Yann Maison Zake, Parti social-démocrate congolais, Yann Isab Yaouvé, etc. Mais ça me n'a pas parce que Bao, ba me sur la banque à Bao.
Mais Mirasa Papa, pardon, Bazola, excusez-moi, na kuzenga nge vraiment, excusez-moi, papa, moi je relancer par rapport à une na kuzoza yaina. Mais, ngeke na sala politique depuis tama, papa. Parce que mwana boklange papa, parce que ngena âge attaché mon. Mon ngena ba 52 ans, ngeme kuma kuluti le monde. Mais ngeme ba na kusala politique depuis tama. Donc stratégie, mayele kusala ku contrôler ba mambo ina keleve. Puisque les gens bati bake façon, ni façon bake tambula gani façon na bao. Maintenant beno na mayele nge ya bu papa. Na ingeme vanda na bantu na ngebe sala na bantu na ngeza ba façon bake salaga. Donc moi façon ku balukila ba mambo kusala ba mambo ya baluki na façon bien, ina ngezwa adhésion ya bantu balandi lange. Mayele ina keleve ya kenda ko manke mayele ina. Parce que betke prêt na ku diatila diambu ina na kulandi la beno. Mais wa façon betke zo parce que betke bana beno ke ba papa. Parce que façon ben que ça ben moi si jeunesse savait vieillesse pouvait ben que na savoir betre d'angolo maintenant faut se mettre que sangi c'est où comme ça betre na ndila moshi mais ban que zonza que betre déjà n'angolo veut il ne pas na que mayele il n'a pas na éducation non mais papa on n'apprend pas un vieux singe à faire des grimaces donc il ne pas non mais il faut que bête moi si bête était là ma mon maison na ben ba ya kaka ke sala politique parce que ba ke zwa mbongo il faut que bezo va mambuina si muzaba ine il bagay bokila kana français corruption beto papa nyose na betza façon bagay detilaga betza ba diambu maintenant ba jeune maintenant ni cohésion ina papa mona sosani cohésion parce que moni mayele nge papa moni mayele nge muzo la kubaka parce que nge mais muke bokila façon que mezo la tête ngezo saka bientôt nzambi natange donc avant nzambi natange muzo nange bikila beto mayela ina ça dit même si que melenda kulenda vita ina ve beto noni na mani mange ni mayela ina mona solange pesa beto ça dit relais ina beto kelandila na façon kitoko comme ça lenda voilà na conviction que beto noni na vita ya beto gagner diambu ya beto gagner mais quoi il faut bedlan ba mambo chez amunu que Kento Mundele que na kosalaka. C'est pas ça. Si je m'exprime en français. Mais ce que ma sœur a fait aujourd'hui, c'est qu'elle m'a fait, elle a fait aujourd'hui. Mais elle vous a dit, elle vous lance des messages là, c'est pas moi qui vous ai lancé ça. Elle dit il y a des problèmes importants qui concernent le pays. Au lieu que nous perdons notre temps dans des futilités, etc., asseyons-nous, regardons ces problèmes. Je vous prends un problème. Je vous prends un problème. La dette du Congo. La dette du Congo. Est-ce que vous vous intéressez à ça? Mais quand vous criez, on ne paye pas les salaires. On ne paye pas les salaires. Mais c'est tous ces problèmes-là. Maintenant, je vais te dire une chose, un problème de fond. Et je vais terminer là. Beaucoup de Congolais, surtout au Congo, et je les comprends, sont habités par la peur. Ils pensent que s'il parle, il va perdre tel avantage, il va faire ceci, il va faire cela. Alors, il préfère se taire et il reste tranquille. Peut-être qu'il allait gagner ses 10 000 francs, peut-être qu'il allait gagner, il ne veut pas perdre ça. Donc, à mon avis, il faut que nous changeons de mentalité. Moi, vis-à-vis de la jeunesse, je fais ce que je peux. Depuis 2 ans, chaque samedi, je fais une émission grand angle. Il faut le faire, hein? Depuis 2 ans. Ça veut dire que j'ai déjà fait plus de 100 émissions grand angle chaque samedi. Mais quand je l'ai fait, c'est pour aider la population, pour aider les jeunes à comprendre un certain nombre de choses. Les jeunes ne sont pas est-ce qu'avec ces jeunes, nous avons la même vision? Mais il faut le connaître. Je vous prends un exemple. C'est un ami, mais je vais essayer de prendre et je vais vous donner son nom puisque c'est aussi une personnalité. Mais ce que je dis ne sort pas du cadre réel. Mon frère Dominique Basseila, il est de l'opposition. En 2021, il a lancé un appel à la candidature du président Sassou. Je me suis dit, mais comment il est à l'opposition et il lance un appel à la candidature du président Sassou. Peut-être que cette année, il va refaire la même chose. Mais, et quand on se voit, on se dit,
Mais est-ce qu'il est réellement de l'opposition? Mais au contraire, il devait être avec le président. Maintenant, pour nous, moi, par exemple, je suis disponible à apporter ma contribution dans les émissions comme celle que ma sœur là a lancée, et je l'exhorte à continuer parce qu'au plan de la prise de conscience, ça permet aux gens de prendre des... Dans ce que je dis, il y en a qui partagent, il y en a qui ne partagent pas, il y en a qui apprennent, il y en a qui critiquent, mais il y a quand même quelque chose qui bouge. Donc voilà un peu mon frère, mais je vais me battre avec la jeunesse de mon parti, avec les autres pour que nous essayons de ramener, de faire évoluer les choses et que nous allions véritablement au changement. Voilà. Merci papa, je suis prêt à te rejoindre, je veux te rejoindre même. Franchement, ça ne sera pas, monsieur le ministre Kenabeto, ça sera pas, je pense que ça ne sera pas comme une dernière fois, il va encore revenir. Parce qu'on a besoin d'être encadré par notre papa. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Non, c'est pas encore toi, mon frère. Il y a quelqu'un après il y a quelqu'un parole. Bonsoir Ketou, bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Je voudrais tout d'abord saluer votre engagement constant en faveur de la démocratie dans un pays où elle est malmenée. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le ministre, vous conviendrez avec moi qu'en l'état actuel des choses, parler de la victoire de l'opposition à l'élection présidentielle relèverait tout simplement de l'utopie, compte tenu justement de l'hostilité manifeste du Parti congolais du travail, accepter l'organisation d'une élection inclusive, libre et démocratique. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous trouvez normal, en fait, l'idée de l'opposition, justement, de prendre part à cette élection, dont le résultat est sans aucun doute est connu d'avance? Et la deuxième question, je vais vous poser une deuxième question. Est-ce que vous ne craignez pas, en quelque sorte, la togolisation, justement, de notre pays, en tenant compte, justement, de la réorganisation administrative qu'il y a eu lieu, c'est ramenant notre pays à 15 départements? Est-ce que vous ne craignez pas quelque chose de comme cela après justement l'élection présidentielle de 2026, puisque nous savons déjà que l'opposition ne pourrait pas du tout la remporter, d'autant plus que l'opposition qui va y prendre part, en tout cas, ce n'est pas une opposition capable de faire bouger les lignes. Et vous avez fini? Oui, je termine par là. Bon, moi je ne crois pas que la victoire de l'opposition soit une utopie, comme vous le dites. Parce que vous avez, ça c'est mon sentiment profond, les Congolais veulent du changement. Les Congolais disent trop c'est trop, la souffrance a dépassé un certain seuil. Maintenant, vous avez un appareil qui s'impose et qui estime qu'ils doivent absolument rester au pouvoir. Maintenant, il faut que nous les Congolais, nous travaillons. Nous qui sommes ici au Congo, on nous fait beaucoup de reproches. Mais nous aussi, on fait beaucoup de reproches à vous qui êtes dans la diaspora. Parce qu'on estime également que lorsque vous nous demandez l'unité de l'opposition ici, mais vous-même, en tant que diaspora, vous avez également tellement de problèmes entre vous. Donc, il y a un syndrome au niveau des Congolais. Il faut que nous nous asseyions pour comprendre exactement ce que nous voulons. Pourquoi assez souvent nous ne nous entendons pas sur l'essentiel? Quelqu'un m'a dit un jour, pourquoi vous vous battez? La présidence, c'est un seul poste. La députation, c'est plus de 150 postes. Les sénateurs, mais tout ça, c'est le pouvoir. Est-ce qu'on ne peut pas s'organiser pour avoir une certaine visibilité? Mais il faut. Mais pour ça, à mon avis, il faut que nous sachions exactement au départ qu'est-ce que nous voulons. Moi, je dis, je fais la politique pour qu'on arrive au changement. Mais si tu fais la politique pour que tu trouves un gain aujourd'hui et que quelle que soit la situation dans laquelle les Congolais se trouvent, toi, tu as peut-être un profit, on te verse peut-être quelque chose, mais tu es satisfait des choses telles qu'elles se présentent. Tu n'as aucune envie. Au contraire, tu seras du côté du pouvoir. Au contraire, tu seras du côté du pouvoir en te disant, si ça change, je n'aurai peut-être pas le même statut ou les mêmes avantages que je gagne ici. Donc, je crois que ce soit chez vous, que ce soit chez nous, nous avons un problème. Que voulons-nous?
Et si on répond à cette question, que faisons-nous pour obtenir ce que nous voulons? Voilà les deux questions auxquelles il faut répondre. Si vous voulez du pouvoir, mais alors, accordez-vous. Privilégiez l'essentiel, laissez tomber ce qui est secondaire. La diaspora ici, ils combattent les vraies personnes. C'est comme ça ils sont ici. Donc, même quand je vous suis au niveau de la diaspora, je me rends compte que vous avez un certain nombre de problèmes, mais ce que vous ne comprenez pas. Mais cette division est créée par le pouvoir en place. Parce qu'ils estiment que si vous êtes unis, vous serez forts. Et si vous êtes forts, vous allez les renverser. Donc, c'est à vous de résister. Résister, ça veut dire quoi? Faire des sacrifices, avoir faim, ne pas céder à n'importe quelle sirène, etc. Ben, sinon, vous allez succomber et ça ne sera pas du tout très intéressant. Alors, j'ai eu un jour quelqu'un qui m'a dit, et je vous fais part de ce témoignage, quelqu'un un jour qui m'a dit, Monsieur Mirassa, je vous suis, mais si j'avais un petit pouvoir dans ce pays, j'allais vous acheter. Et il faut que vous sachiez que chacun de nous a son prix. Je dis, ah bon, mais venez me proposer le vôtre et je vous donnerai la réponse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà de l'argumentation que nous avons, il faut que nous sachions qu'il y a quelque chose qui est au-dessus, qui nous surprend. C'est la corruption. Et la corruption est en train de sévir dans notre pays. Et si vous n'arrêtez pas ce fléau, nous aurons du mal à rattraper les choses. Voilà ce que je pouvais dire sur cette question. Alors, je vous ai posé une deuxième question assez particulière. Vous savez... C'était laquelle? Vous savez que le problème relatif au troisième mandat a commencé dans certains pays. Je prends le cas effectivement du Togo, et jusqu'à ce que cela notre pays a emboîté le pas. Et aujourd'hui, j'ai une petite, pas une petite crainte, je dirais que j'ai une grande crainte effectivement. Quand je regarde ce qui se passe, par exemple, au Togo, puisque aujourd'hui, on a un régime, le Togo a basculé dans un régime parlementaire, et je me dis que ce qui se passe chez moi, c'est peut-être une annonce qui s'inscrirait effectivement dans cette démarche-là, c'est-à-dire qu'avec la réorganisation administrative, il se peut que le pouvoir en place mettre en place, excusez-moi effectivement la tautologie, mettre en place en fait un régime parlementaire comme au Togo. Est-ce que vous ne craignez pas cela? Parce que oui, on peut craindre cela puisque je vous ai dit que le pouvoir se bat absolument pour rester au pouvoir et y demeurer. Mais il y a des problèmes plus profonds. Et c'est souvent nous les Congolais qui n'avons pas été vigilants ou qui n'avons pas suivi. Je prends par exemple le problème, puisque on parle au Congo d'un découpage administratif et électoral. Je vous prends Brazzaville, je vous donne quelques chiffres pour que vous soyez fixés. Vous avez Kalangai avec 390 000 habitants à 5 circonscriptions électorales. Par contre, vous avez Mfilou avec 387 000 habitants, qui a 2 circonscriptions électorales. Donc, vous voyez que Mfilou et puis Talangai, c'est pratiquement le même niveau de population, mais Talangai a 5 circonscriptions et Mfilou en a 2. Je continue. Madjibou, avec 275 000 habitants, a 1 circonscription. Makelekele, avec 262 000 habitants, à 4 circonscriptions. Bakongo, avec 84 000 habitants, à 2 circonscriptions. Potopoto, avec 84 000 habitants, à peu près comme Bakongo, à 3 circonscriptions. Mungali, à 163 000, avec 163 000 habitants, à 3 circonscriptions. Wenze, avec 183 000 habitants, à 4 circonscriptions. Mais c'est des documents qui sortent et qui sont connus. Mais si les Congolais ne s'approprient pas ça pour dire ce qui se fait là est injuste, mais ce que vous évoquez là arrivera nécessairement. Oui. Comment expliquer qu'avec 183 000 habitants, Wenze ait 4 circonscriptions?
comme Makele Kele, qui a 262 000 habitants? Comment expliquer que Madibou, qui a 275 000 habitants, a une circonscription? Mais c'est des textes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un problème politique de suivi de ce qui se passe. Nous avons un problème de société civile et nous avons un problème de vigilance où nous ne veillons pas. Au moins pour élever le voix et dire, ça c'est injuste. Et je comprends. Talanga, il y a 5 circonscriptions. Pourquoi? Mais parce que c'est le fief du pouvoir. Pendant longtemps, Talanga a été considéré ou est considéré comme le fief du pouvoir. Et vous expliquez certainement ce que je peux appeler brimade de Mfilou, qui avec à peu près le même niveau de population, n'a que 2 circonscriptions. Donc, si vous voulez rééquilibrer les choses en ayant des critères qui permettent qu'on soit objectif, etc., mais cette objectivité n'arrange certainement pas le pouvoir en place. Donc, dans la visée du pouvoir, la conservation, c'est la conservation au sein d'un système. Et on ne serait pas surpris. D'ailleurs, vous avez suivi pendant longtemps le bruit a couru à Brazzaville que le président Sassou voulait céder le pouvoir à son fils Christelle. À un certain moment, on avait dit justement qu'on allait partir vers un style parlementaire où le président serait élu au sein du Parlement et puis au scrutin, etc., direct, etc., au suffrage universel direct. Donc, c'est possible. Donc, il faut que nous anticipons, que nous travaillons et que nous ne soyons pas là à la traîne. Il faut que nous aussi, nous ayons l'initiative. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec vous. Raph, tu en as posé 2, pardon. Hein. On doit suivre. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Peut-être tu pourras répondre, hein, mon frère, pardon. Merci beaucoup, Raph. Monsieur Jean J. Mukenge. Oui, bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Kento. Bonsoir, le panel. Bonsoir. Monsieur le ministre, j'ai une préoccupation. Ça fait plus de 15 ans au sortir de la conférence nationale, l'unique élection qui a eu de manière crédible, où il n'y avait pas de contestation. Jusqu'aujourd'hui, lorsque vous regardez la composition de la commission électorale indépendante, soi-disant indépendante, êtes-vous satisfait? Et pourquoi, si vous n'êtes pas satisfait, pourquoi vous participez aux élections depuis lors jusqu'aujourd'hui et à la fin vous vous plaignez? Non, je ne participe pas aux élections, malheureusement. Mais il faut reconnaître que nos militants ont commencé à nous dénoncer et à nous attaquer en disant qu'on ne peut pas avoir un parti et ne pas aller aux élections. Les locales, les députations, parce qu'ils estiment que si on ne va pas aux élections, mais la raison d'être du parti disparaît. Maintenant, ce que vous dites. 1. La Commission nationale du Congo n'est pas indépendante. Parce qu'il faut repartir aux standards internationaux. Une commission électorale véritablement indépendante, c'est une commission qui a la maîtrise de tout le processus électoral, depuis la confection des actes préparatoires jusqu'à la proclamation des résultats. Et vous savez que dans le cas du Congo, les principaux actes préparatoires sont faits par le ministère de l'Intérieur et de la Justice. Et vous savez que le ministre de l'Intérieur, plutôt de l'Intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'Intérieur est un membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Donc vous conviendrez avec moi qu'il ne fera rien en défaveur de son parti en l'état actuel des choses. Deuxièmement, le président de la commission, soi-disant électorale indépendante, mais comme vous dites, elle ne l'est pas, c'est le premier président de la Cour suprême, Henri Bouka, et on a toujours trouvé que la justice devait être indépendante et qu'on ne pouvait pas. Mais tout ça, c'est les astuces du système. C'est les astuces du système. Mais il ne faut pas que nous nous arrêtons pour mener le combat et continuer à nous battre. Vous avez dû comprendre que quand vous prenez ce qui s'est passé au Bénin, où on a éliminé les opposants pour la prochaine élection présidentielle. Quand vous prenez ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, où l'opposant qui était censé être le vainqueur de l'élection a dû se cacher à l'ambassade du Nigeria pour finalement obtenir. Donc, en fait, nos gouvernants veulent amener nos pays à des pays où il n'y a que des partis uniques. Et même les partis de l'opposition ne sont que des satellites qui essaient de bénéficier des petites miettes qu'on accepte de leur donner. Donc, à mon avis, moi, je suis allé la dernière fois
à l'élection en 2012 à Mungali, je me suis présenté à la députation, j'ai fait une très belle campagne et après j'ai eu des messages où on m'a fait dire que Mirassa n'a pas sa place dans notre assemblée parce que s'il vient dans notre assemblée, ça va être un perturbateur et nous on ne veut pas de ce genre de perturbateurs. Bon. Donc vous voyez, comme un compatriote avait dit, il faut que le gouvernement arrête de nommer les députés, mais aussi longtemps on nommera les députés, on ira vers un système de médiocrité, on ira vers un système où ce sont des chambres, des caisses de résonance, mais on ne va pas avancer. Au contraire, le pays va reculer comme il recule aujourd'hui, contrairement à ce que pense le PCT, comme quoi il avance. Voilà un peu la question, la réponse que je voulais donner. Mais monsieur le ministre, si je peux ajouter une interrogation qui arrive, on pose l'opinion politique dans l'ensemble pense que vous êtes en train, vous particulièrement, monsieur Clément Mirassa, vous faites semblant d'être opposant le jour et le soir, vous avez l'ingiri. Non, moi je peux vous dire franchement, allez demander au président Sassou. D'ailleurs, j'ai dit à ceux qui ont voulu le savoir, j'ai rencontré le président Sassou pour la dernière fois et j'ai discuté avec lui en septembre 1997 à Libreville, lorsque notre pays était dans cette guerre qu'on appelle la guerre du 5 juin. Et je peux dire aux amis du PCT, aux autres, je ne prends pas, je n'ai pas un deal avec eux pour prendre, mais écoutez, quel est ce militant ou ce responsable du PCT qui va me payer pour que je fasse ce que je fais? Le PCT va me payer pour que je dise que le président Sassou ne respecte pas la Constitution. Vous trouvez ça normal? Mais je crois que s'il y a quelqu'un du PCT qui me paye pour ça, il aura des problèmes avec le système. Ou que je dise que le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Vous croyez que ça leur fait plaisir? Il y a combien de Congolais qui le disent? Il y a combien de Congolais qui se sont levés lorsqu'il s'est agi du problème des terres pour dire que nous n'acceptons pas, etc. Mais j'ai fait des déclarations. Je fais des déclarations au Premier ministre. J'écris régulièrement au Premier ministre s'agissant du problème du président Sassou. Mais j'ai envoyé une lettre ouverte que j'avais mise sur les réseaux sociaux où j'avais appelé l'attention tant du président de l'Assemblée que du président du Sénat. Mais il n'y a jamais eu de réponse. Et je peux vous faire un petit témoignage. Quand j'étais président, aujourd'hui je suis président du Rassemblement des Forces du Changement, mais quand j'étais président de la Fédération de l'opposition congolaise, j'ai demandé un certain nombre de rendez-vous auprès des autorités, etc., pour qu'on puisse avoir des échanges, parce que je n'ai pas peur de discuter, j'ai mes arguments, je suis prêt à les défendre. Mais on ne me recevait pas du tout. Mais quand je suis parti, j'ai été heureux d'apprendre que celui qui m'avait remplacé avait pu avoir quelques ouvertures de rencontres. Ça veut dire que il y a la censure, même à plusieurs. Mais je dis aux Congolais que j'ai choisi un combat. Si j'avais voulu m'enrichir en vendant ma conscience, je l'aurais fait. Mais ce n'est pas dans mon style. Ce n'est pas dans mon style. Évidemment, ça suppose des sacrifices, mais je consens ces sacrifices et ça ne me permet aujourd'hui d'aller dire au président Sassou, il ne vous dira pas. Même quand j'ai été membre du comité central du Parti congolais du travail, etc., je n'ai jamais eu à bénéficier des avantages particuliers en dehors des avantages qui étaient prévus par les textes et auxquels j'avais droit. Vraiment jamais. Voilà ce que je peux dire. Donc,